Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette émission hebdomadaire proposée par le CJD, l'association de dirigeants d'entreprise qui depuis 1938 met l'économie au service de l'homme. L'économie au service de l'homme, c'est le nom de cette émission et c'est notre devise. Avec toute une équipe de jeunes dirigeants, pendant une demi-heure, nous parlons de vous, d'actions, d'entreprises responsables près de chez nous. Conseils, trucs et astuces, bons à savoir, témoignages, humour, c'est en exclusivité sur Radio Clapas tous les mardis et samedis à 17h. On commence à tout de suite. Nos entreprises, ce sont nos biens et services, nos emplois, notre protection sociale, une vie sociale et c'est carrément près de chez vous. Une rubrique animée par Richard, Yannick, Pierre et Anne qui nous propose tout de suite la météo d'une femme dirigeante de service aux entreprises. Anne, Nadine, c'est à vous. Alors bonjour Nadine, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs de Radio Clapas, s'il te plaît? Bien sûr, bonjour Anne, je m'appelle Nadine, j'ai 42 ans, deux filles de 11 ans et 9 ans, donc une collégienne et une petite en primaire. Je dirige une entreprise qui met à disposition du personnel d'accueil en présentiel, donc une entreprise qui est constituée de 100% féminin. Voilà, donc 48 jeunes femmes sur Lyon qui travaillent au quotidien dans la structure. Oui, merci Nadine. Est-ce que tu peux nous donner ta météo? Comment te sens-tu? Une semaine, après 3 semaines un peu survoltée, sur tension, je relâche la pression depuis vendredi dernier. Je suis passée du rire aux larmes en 3 semaines, donc je vais essayer en tout cas cette semaine de me reposer. Voilà, de prendre une semaine un peu off. Quelle est la décision la plus importante que tu aies prise depuis le début du confinement? Je crois que c'est de continuer à payer tous mes fournisseurs. J'ai mis un point d'honneur à régler toutes les factures au 18 ou 19 mars. Et surtout continuer mes projets d'investissement puisqu'on est sur le point d'acheter un nouveau siège. Et j'ai vraiment incité la banque à continuer l'aventure, ainsi que mon notaire, pour qu'on puisse signer dès le 25 mai ce nouveau projet, donc de rien arrêter, que ce soit projet d'aménagement, d'investissement, et vraiment de continuer à faire tourner mon économie comme si de rien n'était pour que ça reprenne aussi bien quand on en sortira. Comment ça se passe en ce moment avec tes collaboratrices? Qu'est-ce qui a changé, si quelque chose a changé? J'ai pris, l'entreprise avait beaucoup grossi, donc je prenais beaucoup moins le temps de parler avec mes collaboratrices qui sont sur le terrain au quotidien. J'ai pris la décision de les appeler une après l'autre. Donc j'ai pris le temps, 48 personnes, et discuter avec 48 personnes, donc ça prend beaucoup de temps sur une semaine, en plus de toutes les autres choses à faire. Mais déjà ça m'a fait du bien parce que ça m'a permis de me rappeler pour qui je travaillais. Donc vraiment le plaisir d'avoir autant de collabs et de partager le quotidien de notre travail ensemble. Donc je me suis sentie plus proche de mon terrain et vraiment envie que ça continue et envie de continuer l'aventure avec toutes. Qu'est-ce que tu apprends en ce moment? À repasser. Je ne savais pas repasser, du coup j'ai du temps. Et donc voilà, bon, le problème c'est que j'ai tellement de temps quand même que je repasse les torchons. Je suis pas sûre que ce soit vraiment nécessaire. Voilà, donc à repasser. Quand je te dis le mot à venir, spontanément, tu penses à quelle date? Moi, c'est la rentrée de septembre qui, pour moi, sera, j'espère, un retour à la normale. Parce que je suis un peu optimiste, mais la rentrée de septembre me paraît une date qui est pour moi mon avenir proche. Voilà. Alors, est-ce que tu as eu des coups de gueule ces derniers jours? Alors oui, des coups de gueule, oui, j'en ai un. Donc c'est une entreprise 100% féminine, plus du tiers qui sont mamans. Et quand il y a eu l'histoire de prendre des jours pour garde d'enfants, donc là, à Amélie des Caramélie,
c'était encore en 2020 les mamans qui prenaient ces journées-là. Donc oui, c'est mon coup de gueule parce que quand on a le choix éthique d'employer des jeunes mamans, de ne jamais faire de discrimination à l'embauche, finalement, dans ce genre de crise, on se rend compte que je risque d'être encore une fois impactée par ce système. Alors voilà, c'est une réflexion du jour. Est-ce qu'on pourrait pas partager avec les employeurs des parents? Oui. Et des kiffs, tu en as eu ces derniers jours? Je bats tous les jours mes enfants au boulot, donc je suis hyper fière. Mais voilà, des kiffs, c'est surtout tout ce temps passé avec mes filles, c'est un véritable bonheur. Merci Yann, merci Nadine pour cette intéressante météo. Vous faites partie du CJD, l'association de dirigeants d'entreprise qui vous propose cette émission et dont Pierre est actuellement président. Pierre est parti en reportage de chez lui pour vous offrir des illustrations parlantes de ce que peut être une économie positive. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver sur Radio Clapas. J'ai choisi d'ouvrir une série de chroniques pour vous sur le thème de l'économie régénératrice. Dans ces temps de basculement, le CJD réfléchit au contour de ce que pourrait être l'économie de demain. Et si cette économie pouvait devenir régénératrice, c'est-à-dire de ressourcer nos écosystèmes humains mais aussi écologiques. Est-il possible de faire le choix du vivant ? Pour ouvrir ces débats, je suis allé à la rencontre d'un entrepreneur et géographe, Éric Julien. Bonjour Éric et bienvenue dans l'émission L'économie au service de l'homme, ou plutôt, je devrais dire, de l'homme et du vivant. Qui êtes-vous, Éric Julien ? Bonjour, merci de m'avoir invité dans votre émission. Alors, qui suis-je ? Je m'appelle Éric Julien, je vis dans la Drôme, au sud du Vercors. C'est vrai qu'en ces temps un peu compliqués de confinement, c'est pas vraiment désagréable, je dois le reconnaître. Mes activités, à quoi j'occupe mes journées, en tout cas pour ce qu'il en reste, elles se partagent entre des missions de conseil en entreprise, plutôt en ce qui concerne l'accompagnement du changement, dynamique de changement, la direction d'une ONG qui intervient en Colombie pour accompagner les peuples racines, autochtones, ce qu'on a appelé les Indiens, dans la récupération de leurs terres ancestrales. Alors, c'est pas une mince affaire, mais voilà. Une ONG créée en 1997. Et il y a 8 ans, la création d'une petite école primaire en nature, l'école Caminando, qui aujourd'hui accueille 26 enfants. Pouvez-vous nous raconter votre parcours personnel, celui qui vous a amené à faire le choix du vivant ? Alors quelle est l'histoire qui m'a amené à penser qu'aujourd'hui nos sociétés ont intérêt à faire ce choix du vivant ? Alors c'est une histoire qui démarre en 1985, j'étais jeune, j'étais guide de montagne et je suis parti en Colombie parce qu'on m'avait dit tu verras là-bas il y a des Indiens extraordinaires, les Indiens Kogi. Ils vivent dans les plus hautes montagnes du monde en bordure de mer, la Sierra Nevada de Santa Marta. Waouh, pour le jeune guide de montagne que j'étais, c'était assez fascinant, puis j'ai toujours eu un faible pour les Indiens. Donc je suis parti là-bas et vers 5000 mètres d'altitude dans cette montagne, j'ai eu un œdème pulmonaire, de l'eau dans les poumons. Il y a pas vraiment de douleur physique, mais on est privé d'oxygène et c'est sûr que quand on n'a pas d'oxygène dans le sang, on peut mourir rapidement. Donc j'ai eu de la chance, beaucoup de chance, il n'y avait pas de téléphone satellite ni rien à cette époque-là, d'être soigné, recueilli par 3 Indiens. Un père et ses 2 fils qui passaient par là, ils m'ont recueilli, puis en fait ils m'ont sauvé la vie. C'est comme ça que j'ai rencontré ces Indiens Kogi, qui ont évidemment une conception de la vie et du monde radicalement différente de la nôtre. Alors pour les remercier, depuis 34 ans, je les aide à récupérer leurs terres ancestrales, volées par la mafia, les exploitants forestiers, les pilleurs de tombes, les promoteurs de projets miniers, touristiques, routiers, enfin bref. La liste des méfaits de notre modernité là-bas est assez terrible. Aujourd'hui, en termes de résultats, alors c'est pas beaucoup, on a réussi à racheter et restituer plus de 2000 hectares de terre. C'est vrai que sur une carte, c'est pas énorme, ça fait un peu rikiki. Mais dans la réalité, sur le terrain, ça donne beaucoup de joie et d'espoir. Qu'avez-vous appris de cette communauté humaine ? Qu'est-ce que nous enseignent ces fameux Indiens Kogi ? Alors ça fait 34 ans que je les accompagne, ces Indiens Kogi qui m'ont sauvé la vie. Et c'est vrai que depuis tout ce temps-là, il y a 2 choses qui m'ont particulièrement frappé. La première chose, c'est leur mission de vie. C'est une communauté humaine qui s'est donné une mission. En fait, ils s'en sont donné 2. La première mission, c'est soigner la terre. Et la deuxième qu'ils se sont donnée, c'est tenter de vivre en paix, ensemble. Alors je ne sais pas comment vous écoutez cette information, mais dans l'époque un peu troublée, un peu violente qui est la nôtre, est-ce que l'on peut vraiment traiter d'archaïque une communauté humaine
qui s'est fixé des objectifs comme ça, protéger et soigner la Terre et vivre en paix. J'ai un peu l'impression que c'est peut-être ce dont on a besoin aujourd'hui. Et puis il y a une deuxième chose qui m'a frappé dans cette société humaine, ce groupe humain, qui a plus de 4000 ans d'histoire, donc il y a une certaine durabilité. C'est la façon, plus exactement, sur quoi il s'appuie pour répondre aux questions que se pose toute société humaine, qu'on soit Kogi ou qu'on soit chef d'entreprise. C'est toujours les mêmes questions. Comment vivre et travailler ensemble, comment prendre une décision, comment développer des projets, comment gérer des conflits, comment gérer les biens communs et même comment soigner ou comment éviter les maladies. C'est toujours les mêmes questions pour toutes les sociétés humaines. Simplement, dans notre société moderne à nous, dans nos modernités, ce sont les humains qui édictent des lois, qui réfléchissent à des lois, qu'ils changent quand ça les arrange, voilà. Et dans les communautés indiennes, comme les Kogi, ces lois qu'il s'agit de respecter, ce ne sont pas du tout celles des hommes, faites par les hommes pour les hommes, mais c'est celles de la nature, les lois de la nature, ou les principes de la nature. Alors, plutôt que des lois, je pense qu'il faut plutôt parler de principes grâce auxquels, finalement, on est en vie. Alors, pour ces Kogi, si on les connaît, si on respecte ces principes, alors on peut vivre en harmonie, en tranquillité, être en bonne santé. En revanche, si on les ignore, ce qui est le cas de nos sociétés modernes, ça suscite immédiatement des déséquilibres qui vont se traduire par quoi ? Des incendies, des dépressions dans les populations, évidemment des maladies. Alors qu'on soit Kogi dans sa montagne ou entrepreneur à Montpellier, on est tous soumis au même principe du vivant. Simplement, la différence, c'est que les Kogi le savent et que nous, on l'a peut-être oublié. Voilà. Ça vous donne une petite idée de ce que pensent ces Indiens sud-américains, colombiens, la pandémie qui secoue aujourd'hui nos sociétés modernes et pourquoi je pense qu'il y a urgence à faire le choix du vivant. Pouvez-vous nous en dire plus sur les principes qui pourraient nous montrer la voie d'un nouveau chemin pour nos sociétés et nos économies ? Alors, concrètement, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire que faire le choix du vivant pour une entreprise, un territoire ou une organisation ? En fait, c'est identifier, conscientiser et mettre en œuvre des principes très simples. On en a identifié 9 avec la co-autrice d'un livre qu'on a écrit ensemble, ça s'appelle Le choix du vivant, Marie-Hélène Strauss. 9 principes qui se situent à la croisée de la science et de la pratique de ces fameux Indiens Kogi. Le premier, c'est le sens, c'est la vision, c'est le rêve, c'est la capacité d'un collectif à se projeter, à se mobiliser vers un futur désirable. Les scientifiques parlent d'homéostasie ou d'équilibre. Qu'est-ce qui va faire qu'un organisme, et une entreprise est un organisme, se mette en route, se mette en mouvement vers un futur souhaitable. Voilà, on se rend compte qu'on n'a pas toujours le temps ou les compétences parfois pour investir ce premier principe. Le second, c'est l'apoptose. Alors, pour les scientifiques, l'apoptose, ça désigne le suicide des cellules lorsque les cellules ne reçoivent plus d'informations sur leur utilité. Ou dit autrement, si je suis quelqu'un dans une structure, si je reçois pas d'informations ou suffisamment ou pas les bonnes sur à quoi je sers et comment je peux réaliser mon job, eh bien, il y a de fortes chances que j'aille mal, je me referme, voire que je me suicide. Le cas de la société de télécommunications Orange en est un exemple tristement célèbre. En clair, on se rend compte que communiquer, c'est pas une contrainte morale, c'est pas bien ou mal, c'est une nécessité vitale. C'est la circulation des informations entre les organes et donc, si on garde la métaphore, entre les personnes qui permet la vie. Troisième principe que je vous prendrai, c'est la coopération. Alors, dans le monde scientifique, la coopération, c'est connu sous le nom de endosymbiose. L'endosymbiose, c'est la capacité des organismes, des cellules, à créer des organisations multicellulaires. On peut presque dire que la coopération, c'est une valeur qui serait à l'origine de la vie. Donc c'est quand même pas banal. Le sens, communiquer, coopérer. Voilà, il y a 9 principes comme ça qui organisent la vie et qui organisent la société des Indiens Kogi. Alors généralement, on fait le choix du vivant sous l'effet de l'âge, quand l'ego s'apaise un peu et qu'on réalise qu'on n'a plus beaucoup d'années à vivre, alors on se tourne vers l'essentiel. Et souvent, l'essentiel, c'est le sens, c'est la qualité des liens qu'on entretient avec ses amis, ses proches ou ses voisins. Voilà, est-ce qu'on peut vivre des choses agréables ensemble ? Aujourd'hui, c'est pas l'âge qui nous invite à faire le choix du vivant, c'est un virus qui nous interpelle et qui nous invite à déconfiner nos esprits, à l'ouvrir à la vie. Alors, est-ce qu'on va entendre cette invitation à faire le choix du vivant? Ça, j'en sais rien. L'avenir nous le dira. En tout cas, merci pour votre invitation à cette émission. Merci Éric Julien pour nous avoir partagé votre vision du monde ainsi que celle des peuples qui sont toujours connectés au vivant. Nous allons continuer à explorer semaine prochaine avec le CJD sur ce que pourraient nous dire scientifiques et entrepreneurs sur ces principes du choix du vivant. Le sujet de la semaine prochaine sera l'altérité comme source de liens créatifs et positifs.
Mettre l'économie au service de l'homme et non l'inverse. C'est l'engagement commun des 5500 dirigeants d'entreprises engagés dans le CJD. Avec le CJD, nous souhaitons aujourd'hui consommer un sujet qui nous touchera tous de plus en plus. Et je n'en dis pas plus et vous confie pour notre rubrique De retour à la maison à Sandrine. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Radio Clapas. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la consommation responsable avec Marianne Valade, qui est gérante de l'agence de communication web Joli Projet, basée à Nîmes. Au quotidien, elle anime la communauté de la Minute Verte. Marianne, bonjour. Pouvez-vous nous présenter la Minute Verte ? Bonjour à tous. La Minute Verte est une association loi 1901 créée à l'initiative d'un JD montpelliérain, Alexandre Michel, et qui a pour but de promouvoir les gestes et choix éco-responsables pour mieux préserver la planète. On finalise actuellement un site internet très complet, mais surtout, depuis 1 an et demi, on anime pluriquotidiennement une page Facebook qui partage des recettes, des conseils et une meilleure information pour comprendre les enjeux de l'écologie et y contribuer chez soi et avec sa famille. Alors, est-ce que c'est compliqué d'avoir une démarche éco-responsable, Marianne ? En fait, avoir une démarche écologique, c'est plutôt simple si on réfléchit au vrai prix des choses, leur prix pour la Terre et leur prix pour la dignité humaine. Le raisonnement, il est simple, si ce que vous consommez détruit la Terre ou crée de la misère humaine, vous contribuez à un monde moins bon. A contrario, manger local, bio, éthique, tout comme acheter moins de choses futiles ou inutiles, et privilégier des produits responsables faits localement par des gens qui vivent dignement, ça crée un monde meilleur pour vous, pour vos enfants et les générations futures. En cette période de confinement, qu'est-ce que la Minute Verte conseillerait aux gens qui restent chez eux ? Déjà, on conseille à tous ceux qui ont un peu plus de temps d'essayer les recettes éco-responsables de fabrication de ces produits d'entretien ou de fabriquer une bonne fois pour toutes ces essuie-tout lavables, ces éponges Tawashi faites à partir de textiles à recycler, de vieux bas ou de chaussettes. On peut aussi mettre en place des choses durables pour qu'à la sortie du confinement, on puisse continuer à être plus responsable et plus écolo. Vous pouvez d'ailleurs retrouver des recettes et tutos pour fabriquer les choses soi-même et mettre en place les bonnes solutions et pratiques durablement sur la page de la Minute Verte. Et puis enfin, une des premières choses qu'on conseille actuellement, parce qu'on a davantage le nez dessus, c'est de réduire nos déchets. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une personne crée en moyenne 1,4 kg de déchets par jour en France. C'est trop, tout ne peut pas être recyclé ou retraité et on peut réduire très efficacement ça. Alors justement, pour réduire ces déchets, y a-t-il une méthode ou une démarche clé ? Pour réduire efficacement et drastiquement ces déchets, on peut appliquer la démarche des 5 R. Ils sont progressifs. Donc le premier R, c'est de refuser. Refuser la touillette en plastique, l'échantillon qui sert à rien, la pub dans la boîte aux lettres ou ce qui est emballé en mini-portions inutilement. On refuse ce qui sert à rien et dont la production pollue. Le deuxième R, c'est de réduire. Réduire ce qu'on ne peut pas refuser, donc sa consommation d'eau, sa consommation de viande rouge, si on continue à en manger, d'avocats venus de l'autre bout du monde, on déconsomme là où on peut. Le troisième R, c'est de réutiliser. Réutiliser le gobelet en carton, certes recyclable pour la pause café durant un séminaire, on l'utilise à la pause suivante. On a une seule paille réutilisable à vie, on réutilise un sac en tissu jusqu'à sa belle fin, ou on garde et on réutilise ses contenants en verre. Le R suivant, c'est de recycler tout ce qu'on peut, tout le temps, recycler. Pas seulement trier dans ses poubelles, mais aussi même fabriquer des tawashi avec ses vieux bas et chaussettes, donner une nouvelle vie à ses objets et à leurs composants. Et le dernier R, c'est rendre à la terre, c'est-à-dire composter. Donc avoir un lombricompost en appartement, c'est plutôt simple, ou démarrer un compost au fond du jardin en maison. On fait de l'engrais avec ses déchets organiques, épluchures, restes, et on peut même faire pipi dessus pour l'activer, et ça plaît généralement beaucoup à ces messieurs pour mettre la chose en place. Merci Marianne pour cette méthode des 5 R qui, j'espère, nous permettra de supprimer une tonne de trucs et de déchets inutiles au quotidien. Au-delà de la réduction des déchets, qu'est-ce qu'on peut tenter ou faire à la maison en ce moment d'après vous ? Alors on peut profiter de la période pour réapprendre à faire les choses soi-même. Un des premiers plans, c'est la cuisine. Savoir faire à manger, c'est utile et sans produits pré-transformés, c'est mieux. Faire ses pâtes, son propre pain, sa pâte feuilletée ou sa confiture, c'est finalement satisfaisant quand on a le temps et ça peut occuper les enfants. Et surtout, c'est l'occasion de manger mieux, sans additifs, ni ingrédients louches, des ingrédients locaux, de qualité, faits par des vrais gens qui vivent pas très loin de chez vous. On les appelle des agriculteurs, ils font un métier essentiel et il faut les soutenir près de chez soi. La bonne nouvelle, c'est qu'en ce moment, les circuits courts se multiplient et les fermiers créent leur drive ou leur circuit de livraison à trouver en ligne assez facilement.
Jardiner, cuisiner, fabriquer les choses soi-même, c'est aussi une occasion de questionner toutes les choses pas si utiles et très polluantes qu'on achète au quotidien et dont on pourrait se passer. Et puis fabriquer son dentifrice, sa crème pour la peau, son shampoing ou son savon, c'est plutôt facile. Quelques ingrédients simples et pas une liste de noms qui sentent la toxicité, et puis vous pouvez fabriquer et réajuster vos cosmétiques pour vous. On évite comme ça les 128 flacons plastiques à l'année de gel douche ou de shampoing pour toute la famille. Et puis un petit point en plus, c'est que c'est économique, et donc vous pouvez aussi amuser vos enfants en faisant des cadeaux à moindre coût et bonne conscience pour convaincre d'autres personnes d'être plus écolo en sortie de confinement. Une dernière question, Marianne. Comment peut-on faire plus pour partager la cause de la planète ? Alors s'il y a une façon dont on peut vraiment faire plus pour partager la cause de la planète facilement, quel que soit son degré d'éco-responsabilité, c'est en montrant l'exemple. L'expérience nous apprend que donner des leçons aux gens ou les culpabiliser, ça fonctionne pas, c'est même contre-productif. Par contre, montrer que fabriquer les choses soi-même ou être éco-responsable, c'est facile et c'est cool, que les enfants adorent et que ça fait une différence, ça peut vraiment pousser les autres et même les plus récalcitrants à faire un effort. Donc on vous suggère d'aller vous abonner à la Minute Verte, d'en explorer les recettes et les conseils, de les partager de façon enthousiasmante avec des photos ou les réalisations de vos enfants, et vous aussi, vous pouvez changer un peu le monde comme ça. Merci Marianne pour tous ces conseils que vous appliquez peut-être déjà chez vous, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Clapas. Alors si ce n'est pas encore le cas, c'est le moment de vous y mettre. Retrouvez la Minute Verte sur Facebook et bientôt sur son site internet. Si je résume les multiples intérêts d'être un consommateur plus responsable au quotidien, 5 conseils majeurs s'offrent à nous. Le premier, consommer moins mais mieux. Autrement dit, on réfléchit avant de consommer, on évite de consommer ce dont vous n'avez pas vraiment besoin et on se fait plaisir en consommant mieux. Le deuxième point, on achète près de chez nous, dans tous les sens du terme. Troisième conseil, trouver les bons producteurs et les bons labels. Pour ça, il faut se renseigner sur les méthodes de production de ce que vous consommez, identifier les producteurs qui utilisent des méthodes plus responsables et puis connaître les labels. Le quatrième conseil, prenez soin de vos achats au quotidien. Et voilà ce que vous pouvez faire. Apprenez à bien entretenir et à bien conserver vos achats et utilisez les méthodes pour les préserver et les réparer au besoin. Et enfin, le dernier conseil, qui a été largement évoqué par Marianne, évitez la poubelle ou choisissez-la bien. Cela consiste à réparer au maximum vos objets, leur donner une seconde vie via des circuits alternatifs et enfin les recycler correctement quand ils ne sont vraiment plus utilisables. À vos actes responsables, prêts, partez. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la semaine prochaine. Et nous voilà sur Radio Clapas, dans la dernière partie de notre émission, l'économie au service de l'homme, pour une rubrique spéciale Chronique le virus. Avant de vous offrir une crise de calme sur la douce voix de Céline, c'est-à-dire Virginie, vous proposerai ma chronique de la semaine. Et tout de suite, Bérénice, Richard et Yannick ont fait voyager pour vous la mascotte du CJD, Pépito. Je suis un super JD, je m'appelle Pépito. D'habitude, je participe à toutes les fiestas, je vais de boîte en boîte. Je suis l'ami intime de 5000 dirigeants. Retrouvez mon actu sur Facebook @Pépito, le super JD. Docteur Maury, vous êtes l'auteur d'un ouvrage remarquable et peut-être même capital je vous remercie, en ce qui concerne la médecine, puisqu'il s'intitule « Soignez-vous par le vin ». Oui. Cet ouvrage est le fruit de 45 ans de réflexion et d'expérience surtout, clinique, auprès de mes malades. Crise de société, chômage, peur de l'avenir, en tout cas, les faits sont là. La drogue poursuit son inquiétante progression. Et leurs fans disent qu'ils tuent tout. Quand la chloroquine est bonne, la chloroquine se donne. Quand la chloroquine est bonne, j'en prescris le Cepal.
Les yeux mouillés et la voix enrouée, il a annoncé sa démission de maire de la ville. Il a choisi de prendre du recul, mais il n'écarte aucune hypothèse pour l'avenir. Je reste à la maison parce que c'est pas tous les jours qu'on peut sauver la planète en pyjama. Quand ça va, quand ça va pas, quoi. Quand ça va. Et ce soir, ça va. Et tant que ça ira, ça ira. Quand ça ira plus, ça ira plus. Je suis montée sur la balance et vous savez ce qu'elle a affiché ? Les rassemblements sont interdits. Très bien. Et l'impératif du verbe se taire ? Chut. Bravo. Eh bien c'est du propre tout ça, j'espère que ça vous a plu, vous me retrouverez tant que je serai confiné. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Facebook, @Pépito, le super JD. Merci Yannick, merci Pépito. Sans transition ou presque, j'ai demandé l'autre jour à ma tante qui étaient ses mentors et ce qu'ils ont changé à sa vie. Sa réponse m'a beaucoup touchée et j'y vois une symbolique très forte pour chacun d'entre nous en ce moment. Voici donc pour vous une nouvelle chronique Le Virus. En vol, en cage. Le confinement, qu'il soit doré, douteux ou douloureux, peut faire naître des merveilles. Regardez-vous, n'êtes-vous pas une merveille, une œuvre unique et magnifique ? Eh bien, nous sommes nés d'un bidon bien confinant et d'un confinement bien étroit. Et de là est née une vie, une liberté. Au siècle dernier, ou presque, le confinement a donné vie à d'incroyables talents. Henri Matisse, destiné à être clerc de notaire, découvre l'art cloué au lit grâce à une crise d'appendicite. Vincent Van Gogh, interné en maison psychiatrique, subjugue ses contemporains. Frida Kahlo, voulant être médecin, est poussée à être patiente par un grave accident de bus et devient l'une des plus grandes artistes peintres mexicaines. Au siècle dernier, le confinement a forgé notamment un homme exceptionnel. L'autre jour, j'ai demandé à cette inspirante tante Caroline qui était son mentor et ce qu'il a changé à sa vie. Elle m'a répondu Nelson Mandela, en particulier pour son expérience de la prison, qui l'a fait grandir et avancer dans une quête très puissante de liberté. Et ce qui me touche aussi, c'est la puissance rare d'un homme qui s'exprime avec des mots simples. Nelson Mandela, cet ex-président sud-africain, ce prix Nobel de la paix, a juste passé avant cela 27 ans, 6 mois et 6 jours emprisonné. Une éternité dans une cellule humide de 2,1 mètres carrés. 2,1 mètres carrés, c'est la pièce où nous utilisons nos stocks de PQ. Libéré il y a tout juste 20 ans, il porte des cheveux blancs, des sillons au visage et un sourire éclatant de vérité. Pendant 27 ans en cage, il a pris son envol vers la liberté. Sa première aile, c'est la discipline physique. Nelson Mandela dit « J'ai essayé de suivre mon ancienne routine de boxe. Il commençait par courir sur place 45 minutes, puis sans pompe avec les doigts en extension, 200 abdos, 50 flexions profondes des genoux et encore d'autres exercices de gymnastique. Il se tenait à cette routine du lundi au jeudi, puis s'offrait un royal week-end prolongé de 3 jours, dans le froid glacial où la chaleur étouffante, la saleté, la frugalité et les humiliations. L'exercice dissipe les tensions, et la tension est l'ennemi de la sérénité. Sa deuxième aile, c'est sa famille et sa spiritualité. Le pire est pour lui d'être privé de ses attaches affectives. Autorisé à 1 lettre à sa famille et 1 visiteur tous les 6 mois, c'est peu. Tirant profit de son emprisonnement, il écrit à sa femme Winnie en février 1975. Incidemment, on peut découvrir que la cellule est un endroit idéal pour se connaître. Si elle ne sert à rien d'autre, elle donne l'opportunité d'observer chaque jour sa conduite, de surmonter le négatif et de développer ce qui est positif en soi. Nelson Mandela demande à avoir un petit arbre dans sa cellule. Il médite avec cet arbre, l'observe, communie jusqu'à la symbiose avec lui. Il ajoute « Une méditation régulière, 15 minutes par jour, peut être féconde. Au début, trouver des éléments positifs de sa vie peut sembler difficile, mais à la 10e tentative, la récompense est souvent excellente. Sans bouger, il devient plus fort. Sans bouger, il grandit. Sans bouger, il se construit vers la liberté. » Il conclut à sa femme « Ne jamais oublier qu'un saint est un pécheur qui ne cesse de se réformer. » Et si on prenait notre envol ?
Oui, prenons notre envol. On pourrait même aller encore vers d'autres sphères. Alors tout de suite à vos agendas. Le CJD Hauts-de-France propose ce jeudi 23 avril une conférence sur le confinement dans l'espace versus sur Terre avec l'astronaute Patrick Baudry. Les dons d'un montant libre seront reversés intégralement à la Croix-Rouge. Pour y participer, il suffit de vous connecter sur le compte Facebook du CJD Hauts-de-France. Rendez-vous ce jeudi 23 avril à 18h30. Mais avant de conclure notre émission, quelques réglages s'imposent car vous ne me ferez pas croire que vous n'avez mal nulle part. Pour notre crise de calme, Céline nous propose tout de suite de découvrir ce qu'est l'ostéopathie. Bonjour chers auditeurs de Radio Clapas, je suis ravie de vous retrouver pour notre rubrique Crise de calme. Vous froncez les sourcils quand vous vous baissez. Vous avez appris à vivre avec cette épaule limitée. À cause d'une nouvelle douleur, vous avez arrêté votre sport préféré ? Stop! Arrêtez de vous replier sur ces maux qui ne cessent d'augmenter et allez consulter. Chaque semaine, nous allons découvrir ensemble une technique de médecine douce pour vous aider à choisir celle qui vous correspond. Aujourd'hui, je vous présente l'ostéopathie. L'ostéopathie se fonde sur une constatation. Les différentes parties de notre organisme sont interdépendantes. Tout mauvais fonctionnement entraîne donc un déséquilibre au niveau de structures situées à distance. L'ostéopathe a une approche globale. Il ne se contente pas d'agir au niveau du symptôme, mais recherche la cause première du problème. Les mains du thérapeute lui servent à la fois d'instrument de mesure et de soin. Connu comme le thérapeute du mal de dos, l'ostéopathe peut agir également sur des douleurs musculaires, des troubles digestifs, des problèmes gynécologiques et bien d'autres encore. Son large champ d'action fait de cette pratique une option véritablement intéressante, que ce soit pour les douleurs aiguës ou chroniques. Nourrissons, enfants, femmes enceintes, adultes ou seniors, chacun peut y recourir à tout âge. Voyons ensemble comment se déroule une séance d'ostéopathie. La consultation débute toujours par un interrogatoire du patient, afin de connaître les raisons de sa venue, ses antécédents familiaux et médicaux. L'interrogatoire est ensuite complété de tests manuels visant à mettre à jour les dysfonctionnements. Palpation des tissus, évaluation des tensions musculaires, évaluation de l'amplitude des mouvements articulaires. Cet examen permet à l'ostéopathe de déterminer les endroits d'intervention. Au terme du diagnostic, l'ostéopathe choisit une ou plusieurs techniques manuelles faisant partie de la pratique ostéopathique. Quand il effectue une manipulation, l'ostéopathe appuie, pousse ou étire à la recherche d'une action bien précise. Ces manœuvres ne sont pas violentes, elles restent toujours indolores ou peu douloureuses. Tout l'art du thérapeute consiste à choisir la correction la mieux adaptée au problème de son patient. Il peut pratiquer des manipulations qui font éventuellement craquer les articulations ou opter pour des mobilisations plus lentes, plus douces, qui sont quasi imperceptibles. Parfois, il peut même demander au patient de coopérer en effectuant des contractions et des relâchements volontaires. La consultation dure environ 45 minutes. Le plus souvent, 1 à 2 séances suffisent pour corriger le problème et le tarif varie entre 50 et 80 € en prévoyant une prise en charge partielle ou totale, souvent proposée par vos mutuelles. Il est conseillé de consulter au moins 1 fois par an afin de prévenir d'éventuelles douleurs. Si vous avez une activité sportive intensive ou bien si vous exercez une profession physique, il peut être intéressant de consulter 2 fois dans l'année. Vous l'aurez compris, l'ostéopathie est un excellent outil pour redonner de la mobilité et soulager de nombreux troubles fonctionnels. Cette médecine douce ne cesse de faire des adeptes, car elle apporte un réel bénéfice à ses utilisateurs. Alors, si vous aussi vous souhaitez retrouver la souplesse de vos 20 ans, ne plus en avoir plein le dos et rester aligné de la tête aux pieds,
N'hésitez plus, poussez la porte d'un ostéopathe. Et en douceur, après ces instants de médecine douce, bon atterrissage chez vous. Nous arrivons à la fin de cette émission, alors merci à l'équipe de Radio Clapas pour son accompagnement. Merci aux jeunes dirigeants du CJD de partager leurs valeurs pour mettre l'économie au service de l'homme et non l'inverse. L'émission sera rediffusée samedi à 17h et vous pouvez en retrouver le podcast sur le site radioclapas.fr. Et si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, partagez-les avec nous sur la page Facebook du CJD Montpellier. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain à 17h et d'ici là, prenez soin de vos proches et de vous.